Donc, en relation avec l'intervention d'Yeltsin Srimi, l'État jacobin, l'État marocain est un État jacobin qui détient le monopole de l'imposition. N'oubliez pas que l'impôt est un attribut de la souveraineté. Accepter de payer l'impôt, accepter l'État. Refuser de payer l'impôt, c'est refuser l'État. Et si je dois faire la jonction avec la fiscalité locale, cette dernière a été enfantée par l'État central. Parallèlement à sa fiscalité nationale, il a produit à travers les pouvoirs qui sont attribués par la Constitution. Et vous avez deux articles. Vous avez l'article 39 qui vous dit tout simplement que les contribuables doivent contribuer à la couverture des charges publiques, chacun selon sa capacité contributive. Il parle des contribuables, peu importe le lieu de résidence, le lieu de travail, marocain ou étranger. Puis un deuxième article, elle vous dit tout simplement, l'impôt, c'est du domaine de la loi. Donc, lorsque je reprends la fiscalité locale, elle a été produite quelque part à travers le pouvoir législatif, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est Rabat qui a décidé des impôts et taxes qui vont être appliqués au niveau des territoires, qu'il s'agisse d'une commune, d'une province ou bien d'une région. Si je dois reprendre ce thème, et j'ai eu la chance en 2019 de prendre part aux assises fiscales de Srera 3-4 mai, et ces dernières assises fiscales étaient très riches, grâce à deux bonshommes et deux grands serviteurs de l'État. C'est Omar Faraj, l'ancien directeur général des impôts, mais également c'est Louali et Safir, qui ont ouvert un large débat avec la participation d'un ensemble d'acteurs, l'État, les régions, les ordres professionnels, la CGEM, la société civile, pour débattre sur le contenu de la future réforme fiscale, à la fois nationale mais également locale. Et le débat et les discussions ont duré 3 mois pour arriver à la fin, le 4 mai, avec une synthèse reprenant l'essentiel des recommandations et de propositions qui ont été formulées depuis 2010 avec la Commission concernant, bien sûr, la régionalisation. Pour le diagnostic, tout le monde est d'accord. On a une fiscalité locale défaillante, son rendement est très faible, elle est archaïque, difficile à digérer, et elle pose beaucoup de problèmes sur le plan juridique et sur le plan judiciaire. Vous devez savoir l'essentiel du contentieux devant les tribunaux, c'est à cause des impôts locaux. Et parfois, pour certains impôts, c'est une perte de temps et une perte d'argent, surtout pour les impôts gérés par l'État. Donc, si je vais me résumer concernant le diagnostic et les propositions, également un consensus autour des propositions, c'est de ne créer aucune nouvelle taxe locale. 2, de ne pas augmenter la pression fiscale locale. 3, faire une opération de fusion et de regroupement d'un ensemble d'impôts et taxes. 4, essayer de présenter des textes lisibles. 4, introduire dans le Code général des impôts la partie de la fiscalité locale. Et enfin, la digitalisation. Les 3 principales propositions concernant les impôts et taxes à caractère foncier. Il serait question de réunir dans une seule taxe à la fois la taxe d'habitation, la taxe des services communaux et la taxe sur les terrains non bâtis. La deuxième famille des taxes locales sont les taxes portant sur les affaires économiques. Il serait question de réunir en une seule taxe la taxe professionnelle, la taxe de promotion de tourisme, la taxe sur les eaux minérales et dotables, ainsi de suite. Et la troisième famille, ce serait des redevances en fonction de la qualité et du service que va offrir une région ou bien tout simplement une commune. Donc voilà un petit peu les contenus. Je ne vais pas vous emmerder avec les contenus techniques. Il y a plusieurs propositions.
Mais l'essentiel, dans le cas de la simplification, on aurait ces 3 familles de taxes à appliquer au niveau des communes, des régions et des provinces. Maintenant, qu'en est-il de la réalité de cette réforme fiscale? Et en relation avec un certain nombre de points de vue qui risquent de faire grincer les dents pour la partie qui parle de l'autonomie fiscale et l'autonomie financière. Pour moi, c'est à titre personnel, sont des illusions ou bien des leurres. 1. L'autonomie fiscale. Bien sûr, le texte de loi donne aux communes, aux régions et aux provinces un ensemble d'attributions sur le plan fiscal. Mais ces textes sont vicieux pour une raison simple. À l'intérieur de ces textes, il y aurait des mesures d'érosion et d'effritement du contenu du même texte. C'est beau de dire une taxe d'habitation. Mais lorsque vous allez arriver au contenu de cette taxe, vous allez trouver une disposition. Toute personne qui occupe son habitation principale aura un allègement de la base d'imposition qui est égal à 75%. Donc, en d'autres termes, la taxe d'habitation n'est calculée que sur la base de 25% de la valeur locative du logement lorsqu'il est occupé à titre principal. Par contre, les résidences secondaires, l'impôt est calculé sur la totalité de la valeur locative. Je prends maintenant la taxe professionnelle, qui, à titre définition, est un impôt anti-économique. Tout le monde demande sa disparition. Même l'administration fiscale est d'accord. C'est un impôt qui remonte à 1862. Repris au Maroc en 1922 au moment de la colonisation, puis réformé en 2008 à la place. Bien sûr, ce que fait la France, on le fait 10 ans plus tard. Ils ont fait une petite réformette. À notre tour, 10 ans plus tard, on a introduit une petite réformette concernant la patente qu'on a supprimée. À la place, on a mis la taxe professionnelle. Maintenant, le texte qui régit la taxe professionnelle qui frappe les personnes physiques et morales qui exercent des activités professionnelles. Le même texte écarte un ensemble d'acteurs économiques, et je pense aux agriculteurs ou bien aux entreprises agricoles, et ils sont écartés dès le départ de la base d'imposition de cette taxe. 3. Toute personne qui démarre une activité professionnelle ne paye pas l'impôt pendant 5 ans. Toute extension d'activité, l'impôt n'est pas exigible pendant 5 ans. Puis vous avez des textes spéciaux qui arrivent, qui n'ont rien à voir avec les textes fiscaux, mais qui accordent une exonération substantielle pendant 15 ans. Je prends le texte qui régit Casablanca Finance City. Donc c'est un texte général concernant uniquement Casablanca Finance City. Mais il y a un volet fiscal qui consiste à dire la taxe professionnelle et la taxe des services communaux n'est pas exigible durant une période de 15 ans. La même chose si je prends les anciennes franges d'exportation ou bien maintenant les plateformes d'accélération industrielle, vous trouvez la même disposition qui consiste à ne pas payer les impôts et taxes pendant 15 ans, bien sûr en matière de taxes professionnelles et de taxes de services communaux. Donc, pourquoi se poser des questions sur la faiblesse du rendement lorsque le texte est vicié dès le départ à travers un ensemble de mesures d'exception sous forme d'allègement, d'exonération. Ce qui explique qu'actuellement, avec l'impôt le plus important sur le plan local, c'est la taxe professionnelle, sa recette, c'est entre 600 millions de dirhams et 1 milliard de dirhams par an. C'est insignifiant lorsque vous avez plus de 500 000 sociétés soumises à l'IS, vous avez plus de 1 600 000 à 500 000 commerçants installés au Maroc, vous avez des dizaines de milliers de cafés, restaurants, Darbida, je trouve, 45,000 mihlaba, miqshada, mat'am, couché qui بالماء. Mais en fin de compte, vous avez des millions de contribuables qui, en fin de compte, même s'ils sont soumis à l'impôt, ils versent des sommes insignifiantes, ce qui impacte négativement la recette fiscale en matière de taxes professionnelles. Donc, pour résumer, l'autonomie fiscale, elle n'est pas absolue. Sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, je précise,
à partir de la Constitution et à partir du principe de la décentralisation, c'est une autonomie absolue. Mais sur le plan du terrain, cette autonomie fiscale, elle est tout simplement érodée et fait l'objet tout simplement d'un effritement. Maintenant, qu'en est-il de l'indépendance à l'autonomie financière? C'est beau de pleurer sur l'autonomie financière, mais le problème est là. On a demandé à la régionalisation, on a demandé à l'État d'intervenir à travers les dotations. Et depuis 2010, à titre d'information, je n'ai pas envie de vous emmerder avec les statistiques, si je prends une année de référence, presque 2009, il y avait une égalité presque parfaite entre la contribution générée par les impôts propres et la contribution versée par l'État. Mais les choses vont changer à partir de l'année 2011, c'est-à-dire tout simplement après 2010 avec l'arrivée de la nouvelle régionalisation et les décisions prises par, bien sûr, la loi de reverser une partie ou une fraction des produits des impôts les plus rentables de l'État, à savoir l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. On est passé de 1%, puis en 2016 c'est 2%, et à partir de l'année 2021 c'est 5%. Si vous prenez la loi de finances 2022, vous avez 10 milliards de dirhams qui seraient reversés, si jamais les choses vont dans le bon sens parce qu'on est en pleine crise, l'État a un engagement à travers la loi de finances 2022 de reverser aux régions l'équivalence de 10 milliards de dirhams en raison de la petite contribution de 5% sur le produit de l'impôt sur le revenu, 10% sur le produit de l'IS et 20% sur les contrats spéciaux d'assurance. Si vous allez ajouter les fameux 30% de TVA reversés aux communes, la loi de finances 2022 a programmé qu'à 42 milliards, pour être plus précis, donc c'est 39 à 31,9 milliards de dirhams à reverser au budget des communes comme contribution. En fin de compte, c'est un petit retour sur l'investissement, parce que ces impôts ont été collectés par l'État grâce à la richesse créée au niveau des territoires. Donc moi, je conçois cet élément comme un retour sur investissement. Et là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport aux lenders qui ont été annoncés tout à l'heure à la suite du fameux discours de Sa Majesté. C'est inscrit dans la Constitution. À titre d'information, le produit de l'IS et de l'impôt sur le revenu en Allemagne est inscrit au niveau de la Constitution. Vous avez 42,5% du produit de l'IS et de l'impôt sur le revenu est versé à l'État central, Berlin. 42,5% du produit est reversé aux Länders et 15% est versé aux communes. Quant au produit de la TVA, la Constitution prévoit l'engagement d'une discussion chaque année entre l'État central et les Länders pour voir l'affectation en fonction de la conjoncture économique. Au Maroc, on est loin de la décentralisation à l'allemande ou bien à l'espagnol, ou bien à l'italienne. N'oubliez pas qu'on est toujours devant un État central. Je trouve que les 10 milliards de dirhams plus les 31,9 milliards de dirhams prévus en matière de TVA qui viennent aux ressources propres, ça donne plus ou moins aux communes, aux préfectures et provinces, aux régions des ressources assez suffisantes comparativement à la période avant 10 pour faire face à leurs besoins de financement. Donc lorsque je fais la comparaison entre les ressources propres, si je prends l'année 2018, je vous donne tout simplement le chiffre, j'ai l'équivalence de 14 milliards 584 milliards générés par des ressources propres grâce à la fiscalité locale, mais vous avez 27 milliards 129 millions de dirhams reversés par l'État comme contribution à partir, bien sûr, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et, bien sûr, la taxe sur les assurances. En d'autres termes, cette tendance prend de l'ampleur depuis 2011 et actuellement, en 2022, on va être dans une proportion, d'après les prévisions budgétaires, on aurait dans les 70% des ressources à reverser par le budget général comme contribution au budget des collectivités territoriales, et il n'y aurait que l'équivalence de 1/3 comme ressources propres. Donc, par voie de conséquence, parler de l'autonomie financière lorsque vous avez ces chiffres édifiants, c'est très difficile de démontrer le contraire. Donc, à la rigueur,
je peux, à travers quelques petites modifications, essayer d'avoir le maximum de recettes à générer avec l'existant. Mais pour l'autonomie financière, je préfère au moins une partie du budget aller vers les budgets des collectivités territoriales pour financer, bien sûr, un ensemble d'attributions que de voir cet argent rester à bas. Et en fin de compte, je vais terminer par là parce qu'on m'avait dit une dizaine de minutes, je sais que j'ai débordé. La question de fond, comme on l'avait traité au moment des assises fiscales de Srerat, c'est le contribuable et c'est le citoyen, parce qu'on a un problème majeur. Le citoyen est invité à adhérer à cette fiscalité locale, comme bien sûr il est invité également à adhérer à la fiscalité nationale, mais il y a une contrepartie, parce que si au niveau de l'État central, il est très difficile de demander une contrepartie immédiate. Par contre, au niveau local, je peux le demander à travers une qualité de service, à savoir je paie mes impôts, mais je suis en droit de demander à ma commune ou bien à ma région de disposer d'un ensemble de services à un moment où il y a plus de problèmes. Et comme on est en pleine crise de produits pétroliers avec l'augmentation systématique des prix, il y a la question de la mobilité des citoyens entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc je serai tout exigeant à demander à ma commune, à ma province, à mon département, bien à ma région, de m'assurer et surtout de m'offrir un service de qualité meilleure en termes de mobilité, en termes d'équipement, en termes d'espace vert. Je ne demande pas, comme dans certaines communes telles que Stockholm, des services, garderies pour enfants, les eaux. Je demande uniquement l'essentiel. Voilà grosso modo ce que j'avais à dire concernant cette fiscalité. Donc le problème, ce n'est pas l'autonomie fiscale et l'autonomie financière, et ce n'est pas un débat théorique, parce que vous avez un retour en force de l'État. Et au Maroc, du moins depuis l'indépendance, on a eu toujours un État fort, et Dieu merci, un État fort. Il a besoin de ressources, il a les moyens pour les mobiliser. C'est maintenant autour des régions, autour des communes et autour des départements de jouer le même jeu, mais avec une qualité supérieure. Mais là, c'est en relation avec la qualité de ressources humaines, ainsi de suite. Merci.